Bonsoir. Merci à vous tous d'être là pour ce dernier jeudi du MOCO, puisque nous faisons une petite trêve et reprendrons en novembre de l'année prochaine. Toujours organisé en partenariat avec Midi Libre et à cette occasion particulièrement avec la Comédie du Livre d'Île-Vendée. Donc nous accueillons ce soir Marlene Desbiol et Bernard Pagès qui nous font le plaisir d'être avec nous à l'occasion de l'exposition Entre les lignes au MOCO. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a confié à Marlene Desbiol une exposition pour nous parler des rapports entre art et littérature. Et elle a choisi d'exposer le lieu de création qui est commun à la fois à Bernard Pagès et à Marlene, c'est-à-dire la Fontaine de Jarrier, un lieu au-dessus de Nice, des anciens corps de ferme qui ont été aménagés, que Bernard a habité et modifié pendant des années, que Marlene est venue rejoindre. Et en fait, cette exposition est comme le pendant visuel d'un livre d'entretien que Marlene Desbiol vient de faire paraître aux éditions Sabine Paspizer, qui s'appelle Paysage au hangar. Paysage au hangar est également le titre de l'exposition qu'elle a choisi pour le MOCO. À la base de ce paysage au hangar, donc une peinture de Bernard, de petit format, qui reprend un hangar qui a été transposé dans un autre lieu, puisque je crois que c'était un hangar qui était plutôt dans le corps de ferme de votre enfance, au Bégat, le Bagat, et puis qu'il a transposé dans le paysage de la Roque, dans les Fosses Blancs. Non, au bord de la rive du Lot. Au bord du Lot. Voilà. Et puis, ce petit paysage est significatif parce que d'une part, il marque un passage dans la pratique de Bernard Pagès qui a été celui de la peinture, qu'il a abandonné par la suite, et aussi parce qu'il marque l'importance de l'environnement dans sa pratique. Alors pour cette conversation qu'on va avoir tous les trois, je voulais d'abord commencer par le livre, donc Paysage au hangar, qui est un entretien entre une écrivaine et un plasticien, mais qui sont aussi compagnons dans la vie, qui habitent le même lieu. Et je me demandais qu'est-ce que ce livre d'entretien pouvait avoir de différent par rapport à un livre d'entretien d'artiste classique, puisque ce livre d'entretien retrace la carrière artistique de Bernard Pagès, ses expériences, ses différentes transformations dans sa pratique, de la peinture à la sculpture plutôt formaliste, puis à une sculpture d'assemblage, suite à la découverte notamment des néo-réalistes, Nice. Et puis, voilà, qu'est-ce que apporte le regard de Marlene Desbiol, qui a écrit de nombreux ouvrages, mais aussi des ouvrages qui sont consacrés à la pratique de la peinture, notamment Les draps du peintre, où elle évoque une figure d'un peintre dans laquelle on peut reconnaître celle de Pincelin, et puis aussi qui a écrit un recueil qui s'appelle Écrit pour voir, qui se pose la question de que peuvent apporter les mots sur une peinture, comment on parle d'une peinture, est-ce que c'est difficile de parler d'une peinture, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant qu'écrivain. Donc je vais d'abord vous laisser peut-être présenter le livre, cet entretien, pourquoi avoir voulu faire cet entretien sur l'œuvre de Bernard, et en particulier sur votre lieu de création, et puis après je vous poserai d'autres questions. Merci pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que ça a de différent? Je ne sais pas si c'est à moi de le dire. En tout cas, il y a aussi la question du lieu. Nous sommes dans le lieu même où nous travaillons, Bernard et moi, et nous avons aussi du temps. C'est peut-être pas non plus anodin. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, on a une semaine, Oui, enfin, parle pour toi. Mais bon, cet entretien s'est déroulé sur plus d'une année, et peut-être sur toute notre vie ensemble aussi. C'est-à-dire qu'elle est nourrie, l'entretien est nourri aussi de ce que je sais, ce que je crois savoir, ce que je vois de l'atelier, mais aussi ce que je ne sais pas. Parce que, comme tu l'as dit, Bernard est venu habiter à la Fontaine de Jarrier en 71, je crois, et moi en 90. Donc c'est aussi, vous savez, on croit savoir des choses, mais en fait c'était aussi pour moi une manière
de faire le point quand même, d'éclaircir des choses. Parce que j'ai beau fréquenter cet atelier et ce plasticien de près, c'est pas pour autant que je sais tout. Et donc voilà, il y avait cette tentative d'éclaircissement un peu sérieux, un peu avec donc un protocole. Voilà, ça c'est très important pour moi. Mais alors, en effet, on avait du temps, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre son temps pour mettre au propre les réponses aux premières questions, ce qui me permettait de réfléchir, peut-être Bernard aussi, mais ce qui me permettait de réfléchir aux autres questions. Enfin, vous voyez, la question du temps, je crois que c'est important, vraiment. Et puis, donc, le protocole, c'est-à-dire qu'on disait, bon, maintenant, on s'y met. C'est pas autour de la table, on s'y met. Alors, on s'y met, c'est-à-dire que... Pas longtemps. Enfin... Des petites demi-heures. Non, ça, c'est pas vrai. Ça durait 1 heure. Ça durait 1 heure chaque fois, mais pas plus. Oui, tu as raison de le dire. Ça, c'est vrai. Tu as raison. C'était 1 heure, mais pas plus. C'est-à-dire que Bernard disait, oui, mais j'ai pas fini, tant pis. C'était 1 heure, parce que sinon, il y a une déperdition. Si ça devenait... Alors là, ça devenait, comment dire... on se retrouvait dans notre ronron, quoi. Si c'était ce protocole, 1 heure, et pas plus, il fallait justement ensuite se repérer à ce format. Et ce que je dois dire aussi, c'est Bernard était rétif. À l'entretien. Pourquoi Bernard? Je ne savais pas trop ce que ça allait devenir. Tu as raison, te méfier. On parlait, on a échangé comme ça des souvenirs, des informations diverses, et puis ça a été... Tu as joué un rôle important dans la manière de le condenser, de le mettre en forme, je crois. Oui. Mais rétif dans la mesure où tu n'aurais pas tellement envie de te plier à cet exercice, car c'en était un. Voilà. Donc on disait voilà, maintenant, je disais, alors maintenant il faut y aller. Oui, mais ça s'est étalé sur beaucoup de temps, donc je n'ai pas le souvenir de quelque chose de pénible. Mais c'est bien, tant mieux. Les conversations se sont étalées sur 2 ans, et donc dans le livre, il y a à chaque fois la date de la conversation et c'est chapitré. Donc il y a quand même aussi une évolution, en fait c'est assez chronologique sur la vie de Bernard, la vie d'artiste. Et après, je vais demander l'avis de Bernard là-dessus, et moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà d'une lecture vraiment d'histoire de l'art, de critique d'art par rapport à des techniques, à des matériaux, ça va aussi dans le champ de ce que c'est la vie d'un artiste, avec les moyens qu'il a à sa portée, avec les pairs qui l'entourent, la difficulté à se trouver dans son endroit par rapport à d'autres, à trouver sa voie. Et j'ai trouvé que l'entretien permettait aussi cette liberté-là de parole, peut-être par rapport à d'autres entretiens que vous aviez pu avoir auparavant. Ça n'a pas été, comment dire, j'ai parlé de choses dont je n'aurais pas parlé habituellement. Voilà. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance, beaucoup de détails de la vie qui ne sont pas de l'ordre de mon aventure artistique. Voilà. Ou enfin pas uniquement. Mais qu'il faut pas. C'est dilué dans l'espace et dans le temps. Enfin, moi, de toute façon, je ne suis pas historienne là, donc je n'ai pas cette vision. Mais ce qu'il me semble, c'est que tout dans la vie concourt à la pratique artistique surtout. Et qu'il n'y a rien qui, comment dire, bien sûr, alors on peut reconnaître des moments où tu as vu telle chose, mais dans ce que tu racontes, enfin dans la reconstruction que tu as de tes souvenirs d'enfance notamment, mais dans tout ton parcours, tout fait sens, tout te conduit à une pratique, à cette pratique artistique finalement assez étrange à laquelle tu es arrivé après la peinture, etc.
puisque tu as utilisé des matériaux de la ferme. Moi, j'ai fait un effort, mais c'est pas quelque chose qui m'habite avec précision, ni constance. Là, j'ai dû faire un effort pour me souvenir de ceci, de cela, ou te raconter telle histoire, telle autre histoire. Mais c'est pas quelque chose qui me... comment dire, qui m'est utile ou dont je me sers quotidiennement. Mais c'est pas quelque chose de réfléchi, mais c'est quelque chose qu'on ressent avec même les œuvres qu'on expose là en ce moment, avec les fléaux, ou après avec les torses, les amandiers, etc. Mais c'est aussi important de voir à quel point sont importantes les rencontres par rapport à l'élevage, les difficultés matérielles qui vous ont aussi poussé à modifier les matériaux que vous utilisiez. Enfin, ces petites choses qu'on ne raconte pas forcément font aussi l'œuvre d'un artiste. Oui, il y a eu des moments majeurs qui ont fait que mon travail s'est orienté dans telle ou telle direction. Et par exemple, la rencontre des nouveaux réalistes, alors qu'ils étaient très en vogue, mais au cours d'une petite exposition à Nice, ça a été pour moi un déclenchement spontané et immédiat et décisif, alors que j'avais entamé une sculpture plus conventionnelle, de taille directe, de choses qui ne m'appartenaient pas, en quelque sorte. Mais c'est eux qui m'ont ouvert les yeux, voilà ce que je peux dire. Et peut-être que c'est une... Mais je n'ai pas dérogé de cet acquis, voilà. Et ça a été une ouverture formidable. Grâce à eux, beaucoup de choses ont été possibles, beaucoup de matériaux me sont devenus utilisables. Ça a été une libération formidable. Et je connaissais le travail des nouveaux réalistes livresquement. J'avais vu des œuvres parfois occasionnelles, mais là, c'était un ensemble et regroupé. Et je suis allé au vernissage alors que ce n'est pas mon habitude. Et ça a été formidable. Ça a été le lendemain, j'ai abandonné le travail que j'avais en route pour de nouvelles choses. Voilà. Oui, est-ce que tu peux expliquer comment justement, parce que ce qui prouve qu'il faut voir des expositions en vrai, que les éprouver en tout cas. Mais est-ce que tu peux expliquer justement comment, parce que les nouveaux réalistes, ce qui est étrange, c'est que il était question de la société de consommation, ce qui paraît loin de ton travail, et loin de Support Surface, parce que Support Surface, c'est rarement réclamé des nouveaux réalistes. Mais ça, d'accord. Mais non, mais comment comment ça a fait que tu aies pu te servir de matériaux de la ferme, alors que ça paraît à milieu de la... Oui, mais je me suis servi de matériaux élémentaires, parfois de matériaux même que je pouvais trouver comme ça sur place, sans... Et puis surtout, j'ai abandonné tout travail de taille, de fabrication. Ça n'était que la confrontation de deux matériaux, peut-être à volume égal, enfin, qu'il y avait en y trouvant une relation, et aussi l'abandon du socle, assez vite. Donc tout ça, c'est grâce à eux. Oui, je pense que c'était vraiment une question de libération par rapport à une histoire pesante, peut-être, de l'histoire de l'art, de l'histoire des formes, de l'histoire de ce que doit être une sculpture forcément posée sur un socle, etc. Mais après, les matériaux sont ceux qui t'étaient proches de ton enfance, de ta vie, et puis ceux à portée de main aussi.
c'est comme une transposition, au fond. Tu t'es quand même servi de ce que... Ce qui est marrant, enfin ce qui est étrange, c'est que ça t'a fait revenir à des souvenirs de baguettes, de la ferme. Ça m'a fait revenir, oui. Quant au choix des matériaux, je me suis remémoré des scènes d'enfants, alors que je les avais, ne me préoccupaient plus, ou je les avais pas oubliées, mais elles n'entraient pas dans mon travail artistique. Et là, à ce moment-là, ça a été une redécouverte. Et une redécouverte aussi parce que j'étais très loin de la ferme. J'étais très loin du monde de mon enfance. Parce que j'étais plus dans le Lot. La ferme était devenue inaccessible. C'était fini. Elle avait été vendue ou abandonnée. C'est beaucoup de souvenirs de petites choses. Et je pense que ça va assez loin parce que ça se rapporte à une époque où j'étais vraiment enfant. Puisqu'on a quitté la ferme, j'avais que 7 ans. Et donc c'était cette vie de l'époque, et en plus sous l'occupation, où les nécessités faisaient qu'on produisait beaucoup de choses. Ça n'était pas une ferme, d'abord pas grande, mais il fallait tout faire, il fallait tout fabriquer, il fallait trouver toujours une solution. Voilà. Et ça, tu l'as gardé d'ailleurs. Et alors, je travaille un peu comme ça. Je travaille. Je ne sais pas aller acheter du matériel neuf, je ne sais pas si ce n'est des rivets, des boulons, si c'est nécessaire. Mais autrement, je me sers de beaucoup de choses abandonnées, de choses que je conserve depuis longtemps. Je ne sais pas, ou je ne sais même plus maintenant, aller acheter du matériel, convenable dans un magasin, ni commander à des artisans de faire quelque chose. Parce que je les fais bizarrement, elles sont... c'est un mélange de curiosité et d'incapacité, je crois. Je pense qu'il y a aussi, c'est ce qu'on voit aussi dans à la fois le texte du catalogue, l'entretien et Paysage au hangar, cette volonté de faire revivre aussi des choses qui ont été abandonnées, de leur redonner une valeur, comme Marilyn fait revivre aussi des histoires des uns et des autres, de petites gens dans ses romans. Et toi, dans tes œuvres aussi, tu recomposes quelque chose de neuf à partir de choses qui ont été abandonnées, rejetées. Oui, il y va aussi de la réparation, de la réhabilitation plutôt. De la transformation de quelque chose. Et puis, c'est transformé dans un but nouveau aussi. Ça n'a pas. Les objets en question n'ont plus les mêmes missions, ils n'ont plus les mêmes. Et donc, ils n'ont plus besoin d'avoir les mêmes capacités non plus. Et donc, c'est un territoire de transformation. Alors, moi, je voulais juste peut-être, parce qu'on a d'autres choses à aborder, pour finir sur le livre, je voulais vous lire quelques petites citations qui montrent à quel point la complicité entre Bernard et Marilyn fait que l'écriture de cet entretien peut être assez particulière. Par exemple, quand Marilyn dit « Ici, il y avait la maison et ses petites constructions, le tout faisant penser un peu à une ferme avec ses différents corps de bâtiments. » Bernard répond « Il y a ton bureau, qui à l'origine était une petite étable à cochons, pour un seul cochon, à 2 niveaux.
Il a d'abord servi à Estelle, qui jouait, puis j'en ai fait mon bureau. C'était minuscule, froid, humide. Mais c'est là que j'ai constitué mes cahiers, où je répertoriais mes cueillettes et mes arrangements. Et du coup, c'est là où maintenant, Marlene, toi tu écris et tu constitues aussi tes répertoires, tes cueillettes, tes arrangements. Exactement. Oui, oui, il y a aussi de la cueillette dans mon travail et des arrangements, en effet. Il y avait d'ailleurs dans l'entretien, il y avait aussi cette volonté de faire le point sur les mots qu'utilise Bernard. Arrangement, assemblage, comment on est passé d'ailleurs des arrangements aux assemblages, enfin, des choses que je voulais... et ça, j'étais assez contente quand j'avais bien compris, quoi. C'est-à-dire que j'avais compris, mais je trouvais que là, c'était bien éclairci. C'est vrai que là, on comprend très bien la progression, effectivement, d'une pratique à une autre. Et cette volonté, justement, pour rebondir sur ce que disait Bernard tout à l'heure, dans toujours cet entretien, on peut lire la réponse de Bernard qui est: ce qui importe, c'est comment se tirer d'un modèle tout en gardant certains éléments. Comment se tirer de la colonne, parce qu'à un moment, après les assemblages et les petits arrangements, il y avait les colonnes aussi, comment c'est abaissé. Comment se tirer de la colonne par le mouvement, l'inclinaison du dévers, l'équilibre de l'acrobate, de métamorphose en métamorphose. Et puis juste pour conclure sur ce livre aussi, moi ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement à un moment donné, au 16e jour des entretiens, Marilyn se lance dans une grande question qui en fait touche presque autant à votre vie ensemble qu'à la pratique de Bernard, parce que Bernard finit sur le fait que sa vie de travail, et ça on y reviendra aussi, donc la question du travail et du labeur est très importante, à la fois pour Bernard et pour Marilyn, qui sont aussi marqués par des personnages ouvriers, en tout cas de travailleurs. Et donc il finit une vraie vie de trimardise, un vrai calvaire. Et Marilyn lui répond bien plus tard, sur un autre entretien: j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce calvaire dont tu parles. Tu travailles désormais et depuis longtemps avec l'aide d'un assistant, tu disposes d'outils plus performants, etc. Et s'il t'arrive rarement de faire réaliser quelque chose en usine ou par un artisan, tu trouves que c'est mal fait, ou en tout cas tu n'en as aucun bonheur. Tu travailles tout le temps, même si tu dis que tu aimerais aller à la plage, que tu ne fais jamais. De la même manière, tu travailles dans un hangar ouvert où l'été il fait très chaud et l'hiver très froid, car à la fontaine de Jarrier, pourtant à quelques kilomètres de Nice, il gèle souvent. Je t'ai pourtant entendu vanter les mérites de ce territoire, justement parce qu'il n'est pas lénifiant, même si tu as caressé parfois l'idée de t'en aller. Est-ce qu'il n'y va pas d'une certaine forme de morale? Est-ce que tu ne considères pas qu'on doit avoir de la peine pour faire quelque chose? Ou disons-le autrement, que faire quelque chose sans peine le disqualifierait? Et il répond: quand j'imagine réaliser telle ou telle chose, il y a forcément des problèmes à surmonter, parfois qu'on n'aurait pas imaginé avant d'entamer le travail. Il faut faire face, ou alors on ne fait rien. Trouver des solutions, coûte que coûte. Je pense aux paysans qui rencontrent des difficultés avec ces machines, avec ces bêtes, avec le temps, les caprices des éléments. Rien d'extraordinaire là-dedans. Marie dit: j'insiste un peu. Il me semble que tu n'as pas beaucoup de considération pour ce qui est réalisé facilement. Je pense à Rodin qui aurait dit au jeune Matisse, lui montrant ses dessins, qu'il lui fallait se méfier de sa main facile. Tu pourrais dire une chose pareille. Et Bernard répond: peut-être, mais j'ai froid, ça devient la pluie. Je vais fermer la porte, c'est déjà l'automne. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu le ton de ces entretiens qui sont à la fois très précis sur la carrière d'un artiste et en même temps on sent très bien la complicité et que ça va au-delà d'un livre qui pourrait être sur la vie d'artiste de Bernard. Parce que je voulais maintenant qu'on parle de l'exposition, parce que l'exposition en fait, donc elle a le même titre que cet entretien. Elle est arrivée à un moment donné opportun, les hasards font vraiment bien les choses sur beaucoup de plans. Et donc on a voulu inviter un auteur pour faire une exposition autour de ses liens avec la littérature. Vous savez qu'on a eu 5 propositions du coup, et qu'elles sont très différentes suivant l'auteur. Marilyn a donc choisi de nous montrer, de nous faire partager le lieu qu'elle partage, le lieu de création qu'elle partage avec Bernard. Et je voulais demander à Marilyn ce que ça pouvait faire de se dévoiler comme ça au sein d'une exposition, d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on choisit ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne veut pas montrer? Est-ce qu'on fait une exposition sur l'œuvre de Bernard Pagès, et à ce moment-là, est-ce qu'on lui demande ce
qu'il veut montrer, ce qu'il ne veut pas montrer, ou est-ce qu'on se dit non, c'est mon exposition, je vais montrer moi, comment je vis dans ce lieu, autour de quoi je vis et avec quoi je crée, au même titre que Bernard crée. Moi, je n'ai pas vécu cette exposition qui pourtant, dans laquelle on s'expose en effet, comme un dévoilement finalement, mais plutôt, là aussi comme un éclaircissement pour moi. En effet, qu'est-ce qui nous rassemble dans ce lieu, qu'est-ce que moi j'y puise, pourquoi ce lieu est-il devenu si important pour moi dans mes livres, au point que La Fontaine de Jarrier est maintenant devenu le lieu de beaucoup de récits de mes livres. Qu'est-ce qui fait quelles sont les passerelles, quels sont les passages. Donc c'est plus plus un éclaircissement, oui, c'est plus ou presque une expérience, je dirais, qu'un dévoilement. Et puis bon, alors là aussi, en fait, on est venus ensemble au MoCo pour décider des œuvres. Parce que ça, c'est un truc que j'ai appris. Oui, enfin, moi je ne suis pas très sûre de ça. En tout cas, moi ce que j'ai appris des expositions auxquelles j'ai assisté, des montages auxquels j'ai assisté, c'est que le lieu, il décide de beaucoup de choses. C'est impossible d'imaginer une exposition comme ça sans voir le lieu. Le lieu, il est très important. C'est vraiment une exposition sur les lieux. Bernard, tout à l'heure, d'ailleurs, faisait des précisions topographiques sur... c'est sur le Caux, c'est près du Lot, etc. Ces précisions-là, elles sont importantes. Et le lieu dans lequel on expose au MoCo, ça a déterminé aussi le choix des œuvres. Ça n'a pas été comme ça... Bon, en plus, il n'était pas question, évidemment, de faire... Enfin, pour moi, il n'était pas question de faire... comment dire, de faire un tour d'horizon de l'œuvre de Pagès, bien entendu. C'est plutôt, pour moi, ça s'est imposé, mais il me semble qu'on l'a décidé presque ensemble, que c'était plutôt des grands ensembles, quoi, des gestes. Donc, par exemple, les torses et les féaux, qui, moi, me paraissait aller de soi. Une sorte de geste, une sorte je dirais même, puisqu'il y aura, on parlera de ça, il y a un film aussi dans l'exposition, une sorte de panoramique, de vue d'ensemble, je dirais, avec quelques petits, bon, mais quand même une vue d'ensemble et qui ont trait au paysage. Parce que, par exemple, dans les torses, il est question d'associer, comme tu l'as dit, et de transformer un arbre qui était un arbre, l'amandier, donc qui fleurit, comme vous savez, le premier au printemps, et c'était un arbre qui était très bizarre parce qu'il était coincé dans des buissons, et pour s'en extraire, pour pouvoir fleurir, il a fallu qu'il pousse en louvoyant. Voilà, en louvoyant, lui aussi en essayant de s'en extraire. Il avait un tronc qui était très très fin et qui a finalement tombé. Et donc Bernard s'en est servi pour faire ces torses en le brûlant et en l'associant à ce métal jaune. D'une certaine manière, maintenant il fleurit éternellement, enfin presque. On verra bien. Mais enfin, en tout cas, pendant plus longtemps. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... il est beaucoup question d'arbres dans cette exposition. Il y a le petit arbre. Le petit arbre qui est un arbre de 68. Je n'étais pas encore là, mais bon. C'est un arbre qui est vraiment du lieu, qui est un arbre, en fait, c'est un genévrier qui a servi comme arbre de Noël. Et plutôt que de le jeter, il est devenu ce petit arbre. Littéralement, mais agrémenté, là aussi, d'un tuteur jaune. Voilà, c'est cette petite transformation qui fait que c'est devenu une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art aussi? Qu'est-ce qu'on extrait du lieu? Qu'est-ce qu'en extrayant quelque chose du lieu, il devient une œuvre? Alors c'est plus manifeste, bien entendu, dans les torses, mais dans le petit arbre,
qui presque commence l'exposition. C'est ce petit... Voilà, donc il y a eu des choses comme ça qui nous ont sauté aux yeux. Et puis il y avait donc, évidemment le paysage au hangar. Alors le paysage au hangar, il est dans notre chambre. Moi je le vois. Je ne sais pas si on va le remettre maintenant. Enfin en tout cas je le voyais tous les soirs. Moi je trouve que c'est un tableau incroyable parce qu'il associe justement le hangar de la petite enfance, le Bagat que tu as quitté à 7 ans. Ce hangar est transposé près du Lot, donc à la Roque des Arts, où finalement la famille Pagès a déménagé. Et pour moi, il est vraiment prémonitoire du hangar que Bernard a construit à la Fontaine de Jarrier, qui, comme par hasard, est un hangar semi-ouvert ou semi-fermé, comme on voudra, mais surtout très ouvert quand même, et qui te sert d'atelier, et puis qui en plus, de plein pied, absorbe le paysage, s'en sert. Le paysage rentre dans l'atelier, il fait partie du paysage. Et c'est un atelier qui n'est pas fait de constitué que de bois. Ça, tu peux le dire, Non, mais c'est drôle aussi comment cet atelier a été construit. C'est-à-dire, c'est des matériaux de rien aussi, que tu as récupérés, mais qui viennent de serre, je crois, que tu as vu. C'était je me suis servi d'un principe de... Comment on appelle ça? De serre. Voilà. J'avais rencontré ça chez un gars qui vendait des plantes, et il avait construit un hangar comme ça avec ces grandes nappes transparentes qui ne sont plus actuellement, mais où il y a beaucoup de lumière et où c'est abrité, mais on est dehors. Voilà. Et comme par hasard, les plantes, qui viennent aussi d'un monde agricole, je dirais. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé avec... on a beaucoup ri aussi avec Patrick Bouchin, qui est le complice de Christine Angot dans une autre des expositions, parce que vraiment, Patrick Bouchin qui utilise aussi des matériaux, un peu de récupération et tout ça, on ne pouvait que s'entendre. Non, il y a eu aussi ces complicités intra-exposition, c'était très chouette. Oui, je pense, moi, ce que je peux relever, c'est effectivement qu'il y a une grande intelligence en fait de l'exposition dans la prise en compte du parcours, où on sent vraiment qu'il y a une œuvre qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, et qui nous incite à circuler dans les espaces. Et vous avez réussi à faire venir à la fois les œuvres un peu iconiques, importantes, grandes, et puis beaucoup de discrétion, et puis de petites pointes comme ça qui appellent le regard, avec aussi l'intégration de 3 œuvres qui ne sont pas de Bernard, celle de Pincelin, celle de Tony Grand et le sac de Sandrine, qui est quand même assez aussi important, je trouve, dans l'exposition. Oui, très. Oui, alors ça a été dans un deuxième temps. Ensuite, on a pensé à intégrer les œuvres dont tu parles, qui sont aussi, par exemple, le Tony Grand est dans notre cuisine. Et c'est une œuvre, tu as été très proche de Tony Grand, alors qu'en plus, comme tu dis, les hasards font bien les choses, puisque Tony Grand est montré actuellement au musée Fabre, ça nous a beaucoup émus, surtout Bernard. Mais parce que Tony était venu chercher des pousses de gruyère, et il en avait coupé en grande quantité, parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait de grosses, il y en avait des petites. Et donc, en remerciement, il m'avait offert les 2 petites combinaisons que nous avons. Oui, alors, Tony Grand donc, est venu près de la Fontaine de Jarrier, mais là aussi, c'est lié au lieu. Donc, c'est un extrait du lieu que Tony Grand a offert à Bernard. Le pince-main, bon, moi, évidemment, c'est très parlant pour moi parce que j'ai écrit donc, Les draps du peintre,
sans nommer Pincemin, enfin c'est transparent, parce que dans l'édition originale, la couverture, la jaquette était un Pincemin. Mais je ne l'ai pas nommé parce que je voulais que ça dépasse son cas. Alors lui, il vient du monde ouvrier, hein, Pincemin. Il s'en est sorti par le cinéma. Bon, mais en tout cas, il a en faisant le ciné-club, pardon, au sein de son usine, mais il a vécu à la Fontaine de Jarry. Moi, je n'y étais pas, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a des œuvres qui restent. Et là aussi, ces histoires m'ont été racontées par Bernard. Donc c'est des histoires qui m'ont été racontées, des lettres que j'ai lues, puis ensuite j'ai rencontré Pincemin 2 fois seulement. Et tout ça, c'est composé de choses qu'on m'a dites aussi, pas seulement bon. Donc il y a Pincemin qui est présent par ce carré collé. Et puis il y a l'œuvre pardon, je ne sais pas si on peut dire l'œuvre, mais finalement elle fait œuvre. Le sac à herbe de Sandrine, et ça tu peux, puisque c'est... Bon, j'ai une histoire très simple. Cette dame était près, quand j'habitais dans l'arrière-pays, plus haut, hein, à Coarraze, j'avais un tout petit atelier dans la campagne, et cette vieille dame avait un élevage, non, elle avait beaucoup de lapins, elle avait des bêtes, et elle allait cueillir ou ramasser de l'herbe, et elle les mettait dans cette sorte de bâche, mais qui était rapiécée de toutes parts. Et la voyant faire, je l'avais trouvé cette chose très étonnante. Et puis ça me rappelait aussi quelque chose de ma grand-mère, qui souvent réparait ses habits et d'une manière, comment dire, artistique, on pourrait dire maintenant. Ça se fait plus, ça. Maintenant on achète des vêtements neufs. Mais enfin, pas toujours. Avec Sandrine, je lui ai proposé de lui donner une toile de sac en bon état en échange de la sienne. Et elle a accepté sur le champ. Et donc ce chiffon est resté souvent accroché à la maison. Je l'ai parfois prêté pour des expositions. Je me souviens, Claude Vianam l'avait demandé une fois mais je tenais à ce qu'il me le rende. De part, il n'a rien d'exceptionnel. Si, c'est quand même très bon. C'est son histoire qui me... Oui. C'est pour ça que je tiens à lui. Mais moi, ça me rappelle aussi ma grand-mère qui ne reprisait pas moins. Bon, on n'a rien, quant aux reprises de ma grand-mère, on n'a rien gardé, mais ce pourquoi aussi la présence de Sandrine est importante, c'est que souvent tu fais référence à ton grand-père, certes, mais aussi à ta grand-mère et à ta mère. Au travail des femmes, oui, au travail à ces petits travaux très méconnus, très longtemps méprisés, de couture ou et je crois que même si on n'a pas, il faudrait creuser cette question dans le support surface et dans la question de la toile libre, de ce qui est souvent, de ce qui ressemble à des draps. Il y a quand même, il me semble, il y a quand même ce lien. Même si les peintres de support surface ne se distinguent pas par leur féminisme absolu. Mais en tout cas, moi, il me semble qu'il y a ce lien possible avec le travail des femmes. Ça me fait penser aussi à Entaille, qui toute sa vie avait la photo du tablier de sa mère, tablier qui a beaucoup compté pour lui. Il y a quand même, il me semble, dans la seconde moitié du XXe siècle, je ne sais pas, hein, je parle sous contrôle, il me semble qu'il y a des références justement à ces travaux de femmes, des pliages justement, des draps, teinture plutôt que peinture.
impression. Et toi, tu parles très souvent de ta mère aussi, que tu aidais à carder, je ne sais plus quel est le mot exact, faire des couvre-pieds, par exemple, qui étaient quand même des gros travaux finalement, enfin des gros travaux. Mais et aussi au côté industrieux de ta mère, qui savait à peu près tout faire quoi, dans la ferme. Encore une fois, j'y reviens à ces premières années sous l'occupation, pendant 5 ans à la ferme, on faisait tout nous-mêmes. Les paysans s'entraidaient, mais ils fabriquaient tout. Vous ne pouvez rien acheter. D'abord parce que probablement on n'avait pas d'argent, mais c'était la solution pour survivre, pour se nourrir, pour faire la cuisine, pour construire. Tout était fait sur place, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de trouvailles. Oui, c'est ça. L'humilité de la trouvaille, ça résume bien. Pour revenir sur l'exposition, donc outre les pièces dont on vient de parler, il y a ce mur d'empreintes. Alors, ce mur d'empreintes, donc j'ai eu le plaisir de partager cette expérience avec Marilyn et Bernard, parce que Bernard au départ n'était pas forcément convaincu de la pertinence de ce mur d'empreintes. De faire l'exposition? Non, du mur d'empreintes. De faire tous les empreintes. Pourquoi? Pourquoi tu n'étais pas convaincu par le mur? Oui, ça, je dois dire que Pauline et moi, on a... Parce que je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on a pris un énorme plaisir au montage. Et grâce à Pauline Fort, vraiment, qui a été... et à toute l'équipe du MoCo. Vraiment, je tiens à le dire parce que c'est pas toujours. C'était vraiment formidable. On a un souvenir joyeux. Et ça s'est passé dans une entente, une complicité. Hein, je ne rêve pas. Et ce mur d'empreintes, ça a été un truc formidable avec Pauline, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais montré les empreintes comme ça, avec autant de liberté, et que tout d'un coup, ça nous est apparu. Autant de foisonnement. Bon, on avait aussi, on était, comment dire, on avait l'aval de Pauline, qui est quand même plus sérieuse que... C'est toi qui avais choisi. Ah, les empreintes, oui, mais de les montrer comme ça. Et ça a été vraiment très, très joyeux. Et on a fait ça, on les a mis sur le sol. D'abord, on les a étalés sur le sol. Oui, fait un montage. Voilà, avec Pauline, très... Et c'est à côté de source, quasiment. Les empreintes aussi, je trouve qu'en face de la toile de Sandrine, ça marche bien aussi. Enfin, oui. Parce que, et puis c'est pas... Donc je ne sais pas si vous connaissez le travail des empreintes de Bernard, mais donc je vais me servir du livre où il est question... C'est parce que je m'interdis de... Enfin, je m'interdis. Parce que je dessine plus. Voilà. Donc en fait, les empreintes, c'est sans la main de l'artiste. Donc tu réalises aussi des empreintes sur papier, oui, en exposant les papiers au soleil, à la pluie, en réalisant des empreintes avec des grillages de différentes mailles. C'est à cette époque que je dispose dans la broussaille des papiers huilés, recouverts par des grillages près de la décharge de Blozasque, afin qu'ils prennent la poussière soulevée par les camions qui passaient sur le chemin de terre. Au bout de 7-8 jours, j'allais les relever. Mais tu vois, il n'y a pas d'événement majeur. Les choses se succèdent, se complètent. Elles sont parentes. Et c'est cette forme d'humilité ou de petites choses, cette attention au cours des choses qui se révèlent intéressantes. C'est aussi s'interdire de... Comment dire? C'est s'interdire de l'adresse dans l'adresse d'un travail ou de l'extérité d'un dessin. C'est en réalité, dans mon travail, il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de choses que je ne fais plus ou que je ne peux plus faire. On pourrait dire de contraintes, si c'est moins violent. Oui, mais c'est essentiel. C'est vrai qu'à la lecture du livre, on sent qu'il y a beaucoup de choses
auquel Bernard ne veut pas ressembler, ou enfin, la grandiloquence des Américains, des choses comme ça, le monumental. Mais il n'y a pas vraiment ce vers quoi il veut aller. Enfin, après, c'est le côté travail, labeur. C'est vrai. Mais ce qui est. Alors, on parle d'interdit, de contraintes, mais en même temps, en tout cas, j'ose l'espérer, cette exposition ne donne pas le sentiment de quelque chose, justement, de contenu. Il ne me semble pas. Et justement, ce mur d'empreintes dans lequel les empreintes manifestent, justement, ce que tu t'interdis de faire, et en même temps, ce mur d'empreintes, il est d'une liberté. Ça nous autorise justement ce rapprochement, ça nous a autorisé. C'est ça qui est fort dans une exposition, c'est de ne pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver, parce que c'est des rencontres aussi de personnes, c'est la rencontre d'un lieu, c'est tout ça aussi une exposition. Hein. C'est pour dire qu'on n'a pas, bien sûr on y a pensé, etc. Mais il y a aussi de l'imprévu, quoi. Et ça c'est génial. Mais les empreintes aussi, comment elles communiquent l'une avec l'autre, on n'avait pas prévu exactement de les mettre comme ça. Et là, justement, ça défie la chronologie, ça va de 68 à 2014, je crois. Elles sont mises ensemble, et en fait, ce que l'on voit, c'est que il y a une grande cohérence malgré tout. Il me semble, hein, il y a une sorte, moi je trouve ça joyeux, et en même temps, cette joie, elle n'exclut pas une grande cohérence. Il me semble, une cohérence de forme. Ça aussi, c'était vraiment bien de travailler avec toi, parce que ça, tout de suite, par exemple, le pince-main, c'est toi qui l'as placé, et c'était... non, parce que on a tout... C'est vrai que ça a été, on l'a fait assez vite, parce que l'équipe était vraiment très partie prenante, et c'était très chouette, mais bon, il y avait des petites... et là, il y a des apports aussi des apports aussi à toi, qui ont été majeurs, quoi. Et ça, c'est bien aussi d'avoir ce regard extérieur. C'est bien aussi de sortir du lieu, de notre lieu, pour justement pour le partager ensuite avec ceux qui vont le voir, mais aussi avec ceux qui le montrent. Ça, c'est vraiment formidable. Et ça c'est une expérience formidable. Justement, il n'y avait plus de dévoilement, c'est qu'en fait, on jouait dans le même lieu. Et vous partagez, j'espère que les visiteurs ressentiront cette générosité que nous, on a ressentie quand on a construit l'exposition. Et pour finir sur cette exposition, parce qu'après, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions, parce qu'on arrive bientôt au bout de la conversation. Il y a quand même ce film. Ah oui. Ce film qui fait le lien, puisque d'abord on l'entend avant de le voir, qui a été confié à votre fille, à Lucie Pagès. Donc on reste dans l'intimité, on reste dans le lieu, on reste dans la famille, on reste aussi dans le petit rien qui fait quelque chose, mais bout à bout. C'est un film donc sans parole, mais avec les sons du lieu, et puis avec un montage d'images différentes où on voit Bernard dans son atelier, vous deux en train d'arroser de dos. Beaucoup. Oui. Là aussi, on pourrait dire, alors qu'est-ce que c'est que cette exposition de famille, etc. Mais en même temps, enfin peut-être c'est moi qui fantasme, hein, mais il me semble que chacun, on n'est pas englué dans cette histoire. Chacun, j'allais dire, on tire son épingle du jeu. Et le film de Lucie nous montre, par exemple, que de dos pratiquement. Je crois qu'il n'y a pas de... Et je trouve ça très juste. Parce que c'est comme une vision un peu de loin, quand même. Un peu... Enfin, comment dire, qui ne dit pas tout. Qui laisse... Ce qui prime, c'est le paysage et le cadre. Oui, voilà. En fait, plus que... On est dans le paysage, oui, exactement. Voilà, exactement. Et c'est pas... Là aussi, c'est pas un dévoilement, c'est comment on se... Oui, c'est le paysage qui prime. Et c'est le paysage qui donne le là, si j'ose dire. On sent même effectivement cette histoire de famille, elle a le recul et la distance qui fait qu'on sent le respect et la complicité, mais il n'y a pas de mise en avant de je suis quelqu'un de plus important que vous dans ce cadre-là. Oui, ça j'ose l'espérer aussi. C'est très important pour chacun de nous, je crois. J'allais dire pour nous trois, mais plus chacun de nous. Alors, je pense qu'il est l'heure de passer aux questions.
questions. Si vous avez des questions à poser à Bernard ou Marie-Lune, c'est le moment. Oui. Moi, je suis pour ça. Bernard, il voudrait bien parler. Ici, il n'y a pas de questions. Je voulais simplement vous rappeler que ce livre est en vente à la sortie de cette conférence et peut-être que Marie pourra y écrire un petit mot si vous le souhaitez, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, nous, on va se retrouver au café. Donc, si vous êtes intimidé par la salle et que vous préférez nous parler dehors, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, elle disait des choses. Et non, là c'était. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Merci. On s'en doutait. J'ai fait un petit orthographe.